Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 4e atelier organisé par le collectif de l'Appel pour une région Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire. Déjà, pour tous ceux et celles qui ne l'auraient pas fait, je vous invite à signer l'appel. Vous retrouverez le lien dans l'onglet Conversation sur Zoom ou encore sur Facebook. Je me présente, je suis Marine David, co-coordinatrice de Génération à Angers. Après avoir abordé durant les ateliers la démocratie participative, le e-commerce et l'égalité femmes-hommes, nous aborderons ce soir la crise sociale. Vous le savez déjà, la crise de la Covid-19 a augmenté les inégalités sociales, qui sont déjà omniprésentes en France depuis de nombreuses années. Il y a désormais, fin 2020, près de 10 millions de pauvres. Selon les chiffres, 1 million d'entre eux ont basculé dans la pauvreté à cause de la crise sanitaire. Pour rappel, nous avons également en Pays de la Loire 6,6% de la population active chômeur, sans même parler du nombre d'emplois précaires qui n'apportent pas aux citoyens les conditions pour pouvoir vivre dignement. Quelles sont donc les solutions pour lutter contre la pauvreté et le chômage en Pays de la Loire? Comment nous pouvons les mettre en œuvre? Nous entendons en ce moment quelques pistes: ouvrir le RSA pour les moins de 25 ans, ou encore le territoire zéro chômeur de longue durée, et également le revenu universel qui est revenu sur la table avec l'expérimentation par l'Allemagne. Ce sont seulement quelques pistes pour soulever la réflexion sur ce vaste sujet dont vous allez pouvoir débattre nos intervenants ce soir. L'objectif de cet atelier, c'est donc de partager nos expériences, apprendre de nos grands témoins, et explorer quelques solutions et pistes pour la région en vue des élections régionales qui se profilent. Concernant le déroulé, nous allons donner la parole à nos grands témoins une première fois et nous aurons un échange d'une demi-heure pour que chacun puisse prendre la parole sur Zoom. Je ferai en sorte de respecter la parité et je vous couperai la parole si vos interventions sont trop longues, donc allez droit au but. Vous pouvez d'ores et déjà rédiger vos questions sur le live Facebook ou alors sur Zoom. Si vous souhaitez prendre la parole en direct, merci de nous l'indiquer pour que nous puissions vous la donner. Nous aurons donc avec nous ce soir Noam Léandri, bonjour. Vous êtes économiste statisticien formé à l'INSEE à Rennes. Vous avez poursuivi votre carrière dans l'administration, ce qui vous a mené à Angers. Vous contribuez depuis 14 ans à l'Observatoire des inégalités, qui est un organisme basé à Tours. Vous y avez été le président de 2011 à 2014 et à nouveau depuis 2017. Vous êtes également l'auteur de plusieurs articles de recherche sur les inégalités et les discriminations. Maryse Léon est également avec nous ce soir, bonjour. Vous êtes secrétaire générale adjointe de la CFDT depuis juin 2018 et notamment responsable de la coordination de la politique d'action revendicative, des questions d'emploi, de lutte contre la pauvreté et du numérique, ainsi que des relations intersyndicales. Pour finir, nous avons Jean-Christophe Sarraud, bonjour. Vous avez travaillé dans l'accompagnement vers l'emploi de chômeurs de longue durée, puis au sein du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse et de l'Éducation populaire, pardon. Vous avez rejoint ATD Quart Monde en 2008, où vous êtes le responsable emploi et formation. Vous êtes également auteur du livre « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté » et « 10 territoires relèvent le défi ». Je vais donc maintenant laisser la parole à Noam Léandri pour le premier tour de parole. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je vais être bref, comme vous nous y invitez. Pour parler de la question de la pauvreté en France, vous savez, on a produit à l'Observatoire des inégalités, j'essaie de me mettre en face de la caméra, c'est pas évident parce que c'est en effet miroir, un rapport il y a quelques jours sur l'état de la pauvreté en France. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une lente augmentation depuis 15 ans de la pauvreté en France, c'est 5 millions de personnes aujourd'hui. Et là, la crise sanitaire qui intervient depuis le début de l'année, on sait que ça va conduire à une forte hausse de la pauvreté. Tous les indicateurs sont à leur seuil d'alerte. Vous savez qu'il y a de plus en plus de personnes qui fréquentent les banques alimentaires, y compris pour la première fois d'entre eux, notamment des étudiants, y compris des entrepreneurs qui n'ont plus de revenus, malgré les dispositifs qui ont été mis en place pour amortir la crise. Il y a également la hausse du RSA qui est très forte. Ça a été encore révélé avec beaucoup de retard, là, il y a quelques jours, 8% de plus cet été. On sait que ça va probablement frôler plutôt les 10%. Il y a beaucoup de départements, y compris dans le Maine-et-Loire, où il y a eu une augmentation qui frôle les 10% qui a été annoncée. Et puis, il y a toutes les baisses de revenus pour tous ceux qui sont indépendants, auto-entrepreneurs, en chômage partiel. C'est une baisse de revenus qui paupérise une partie de la population. Et donc, on craint effectivement une vague de pauvreté dans les prochains mois. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui anesthésient pour l'instant la situation catastrophique sociale qui vient, mais il y a un moment où ça va arriver. Et
Je pense qu'on va le voir notamment à travers des fermetures d'entreprises. Certaines commencent déjà à arriver, y compris dans les pays de la Loire. Mais je pense que Marie-Léon reviendra dessus et je pense qu'il commence à y avoir un certain nombre d'alertes aussi sur les fermetures de sites. Sur les Pays de la Loire, en tant que tel, ce qu'on montre dans notre rapport, c'est que c'est une région qui est plutôt préservée de la pauvreté, puisque c'est une des régions où il y a le plus faible taux de pauvreté en France. Il y a aussi un des départements les moins pauvres de France, hein, notamment c'est la Vendée. Il y a aussi une des villes les moins pauvres de France aussi, qui se situe dans les Mauges, à l'ouest d'Angers, entre Cholet et Nantes. Toutefois, ça fait quand même 200 000 personnes qui se trouvent en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est quoi? C'est vivre avec moins de 900 € par mois pour une personne seule. 900 € par mois, vous imaginez bien que ce n'est pas toujours simple de joindre les deux bouts. Et donc, c'est pour ça qu'à l'Observatoire des inégalités, on a, avec Louis Morin, qui dirige l'Observatoire, fait une proposition qui, il y a plus d'un an et demi même, et qui commence, je pense, à être repris un peu partout. On a proposé que les minima sociaux, ou en tout cas que personne ne puisse être en dessous du seuil de pauvreté. Donc, ça passe, par exemple, par un relèvement des minima sociaux, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a des territoires aussi zéro chômeur, hein, qui peuvent y contribuer. Je pense que Jean-Christophe Sarraut pourra en reparler. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire en sorte que plus personne se trouve en dessous du seuil de pauvreté de 900 € par mois, qui aujourd'hui, je suis heureux, y compris dans les dispositifs publics, on voit que c'est aujourd'hui le montant qui est apporté aux travailleurs précaires, hein, puisqu'on aura garanti 900 € par mois à tous ces travailleurs précaires. Et donc, je constate, et j'en suis heureux, que ce seuil de pauvreté qu'on a établi et qu'on défend, même si ce n'est pas forcément toujours celui qui est le seuil officiel, soit repris, y compris dans les dispositifs publics. Et donc, on pousse pour ça, et notamment, ça veut dire aussi pour les moins de 25 ans, qu'ils puissent avoir accès à des minima sociaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque le RSA n'est ouvert qu'à partir de 25 ans. À 18 ans, on est assez grand pour voter, mais pas assez grand pour bénéficier de la solidarité nationale. Mais peut-être on aura l'occasion d'y revenir dans le débat, je ne vais pas être plus long que ça. Merci Noam. Je vais laisser la parole à Marie-Lise Léon pour 5 minutes également. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et tous. Alors 5 minutes, je vais devoir choisir 2-3 axes. En commençant peut-être par vous dire de ce que nous, on a pu observer. Alors je vais plutôt vous parler de l'échelle nationale, hein, puisque c'est là que je milite. Je rejoins tout à fait ce qui a pu être dit par Noam juste avant. On a une montée de la pauvreté et nous, ce que l'on voit dans le cadre de notre rôle de syndicaliste, c'est qu'on a vu dans les 2 phases en fait de confinement. La première phase de confinement, un peu un effet de sidération dans le cadre du milieu du travail et une brutale perte d'emploi pour beaucoup de personnes qui étaient déjà en précarité. Donc en fait, on a vu un effet de bascule de la précarité à la pauvreté et que du coup, il y a eu tout un ensemble de dispositifs, soit anesthésiants, soit sécurisants pour pouvoir permettre d'amortir un peu les effets de la crise, notamment économique, et que outre le fait que les personnes déjà qui étaient déjà en difficulté ou qui n'avaient pas de revenus ou par le travail euh, s'enfonçaient entre guillemets petit à petit encore plus dans la pauvreté. Nous, on a vu vraiment dans le milieu du travail, pour ce qui concerne par exemple les intérimaires, les CDD ou les personnes qui peuvent être demandeurs d'emploi et travailler, parce qu'un chômeur sur 2 travaille en fait, mais ne peut pas vivre suffisamment de son travail. On a vu cet effet de bascule et avec toutes les conséquences qui ont été évoquées, avec une montée en puissance nécessaire de l'ensemble des systèmes de solidarité et une activité accrue pour l'ensemble des acteurs de lutte contre la pauvreté. Nous, dans ce cadre-là, on a, je vais juste vous donner deux exemples d'actions. Tout ce qui a été évoqué, on ne va pas être très, très innovant, que ce soit la question du relèvement des minima sociaux ou l'accès aux moins de 25 ans. Ce sont des dispositifs, enfin, en tout cas, des propositions que l'on porte dans le cadre du pacte du pouvoir de vivre, qui est un ensemble d'acteurs de la société civile, à la fois d'organisations syndicales et d'associations de lutte contre la pauvreté, mais également des ONG de défense de l'environnement et
voilà, une multitude d'associations investies sur les questions de justice sociale et de transition écologique. C'est un petit peu la marque de fabrique de ce pacte. On est une soixantaine d'organisations et ces propositions à l'échelle nationale, elles sont rappelées, défendues à chaque fois qu'on peut avoir des échanges avec les représentants du gouvernement. Une des mesures qui me semble, moi, intéressante, je ne vais pas forcément… je vais être sur un autre registre, c'est la question de l'anticipation et le fait qu'on puisse anticiper, accompagner et sécuriser les personnes avant qu'elles soient confrontées à une situation de pauvreté. On a vu au moment, on voit apparaître en fait depuis le mois de septembre, une montée du nombre de suppressions d'emplois. Ça se fait via des dispositifs différents. Selon le nombre de licenciements, vous savez que les salariés peuvent disposer de dispositifs collectifs ou pas. On voit une multiplication du nombre de licenciements individuels, donc des difficultés économiques que rencontrent des entreprises et du coup des départs de salariés sans qu'il y ait forcément de dispositif collectif. Donc, on a un sujet d'accompagnement et au-delà de la somme qui peut être versée, vous avez évoqué, Marine, tout à l'heure, la question du revenu universel ou du revenu de base. Nous, on est extrêmement attachés à la question de l'accompagnement et comment on peut inventer des nouveaux dispositifs qui, aujourd'hui, n'existent pas. Il y a un trou dans la raquette énorme sur l'enjeu de maintien de compétences, notamment collectives, et d'anticiper au maximum les reconversions qui seront nécessaires pour certains salariés. Et ça, nous, ce que l'on défend, et c'est ce qui est en train de se construire, c'est que ça se fasse territorialement et qu'à l'échelle des bassins de vie, de travail ou d'emploi, il puisse y avoir une coopération en fait des acteurs, que ce soit l'État, la région, les acteurs de la société civile, les employeurs, pour qu'il puisse y avoir un maximum d'anticipation et de pouvoir anticiper ces transitions professionnelles. Aujourd'hui, il existe des dispositifs uniquement à titre individuel. On sait que si les difficultés économiques auxquelles certaines entreprises, alors c'est très hétérogène, mais il y a quand même des secteurs qui sont extrêmement touchés, dont on sait que malgré l'ensemble des aides dont ils ont pu bénéficier, il y aura des destructions d'emplois. L'idée est de dire comment on anticipe au maximum pour que les salariés ne payent pas cash ces fermetures et qu'ils puissent être préparés au mieux à une autre activité ou un autre métier. Et ça, à l'échelle des bassins d'emploi, c'est ce qui nous semble le plus pertinent pour pouvoir sécuriser et anticiper ces situations. Voilà pour un premier tour de chauffe. Merci Marie-Lise Léon. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Christophe Sarraud. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, un petit mot sur ATD Carmonde pour ceux qui ne connaîtraient pas. ATD, Agir tous pour la dignité Carmonde, est une association qui n'a pas d'appartenance politique ou confessionnelle et puis qui répond aux invitations qui lui sont faites comme aujourd'hui et qui a 3 axes d'action. Le premier, c'est d'être présent, de vivre dans les quartiers défavorisés, d'être présent auprès des personnes en grande difficulté sociale pour essayer de penser avec elles les actions de lutte contre la pauvreté et pas seulement, parce que la pauvreté touche à toutes les dimensions de la vie, donc on parle aussi éducation, logement, santé, accès à l'emploi, etc. Et toutes ces politiques sont en général pensées pour les personnes et sans elles, et donc on essaye aussi nous d'être très présents et puis de réfléchir à des actions pilotes avec les premiers concernés. La deuxième action, c'est d'agir au niveau politique parce que il faut parfois, au vu de ce qui se réfléchit ensemble dans ces quartiers-là, changer des lois ou en inventer des nouvelles. Et donc,
C'est ainsi qu'ATD Carmonde a été à l'origine du RMI, qui est devenu le RSA, la couverture maladie universelle, le droit au logement opposable avec d'autres acteurs, et puis maintenant l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, dont on parlera peut-être s'il y a des questions. Et la troisième action, c'est d'être présent au niveau de l'opinion publique pour que le regard que chacune et chacun d'entre nous portons sur les personnes qui sont exclues de tout, de l'emploi, du logement, en fait que nos regards et nos comportements changent. Nos regards sont bien souvent de considérer que les personnes sont soit responsables de leur situation, soit, si elles ne sont pas responsables, qu'elles sont incapables de s'en sortir, que c'est trop tard pour elles. Et donc, voilà, je fais aussi ma petite publicité comme Noam pour cet ouvrage que vous connaissez peut-être, En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. Et pour ce qui est du sujet qui nous rassemble ce soir, je crois qu'au niveau d'une région comme la vôtre, ce qu'on pourrait vraiment essayer de faire, c'est d'agir à 3 niveaux. C'est d'abord d'essayer de penser ensemble la transition écologique et sociale, donc avec toutes les personnes, y compris celles à qui on donne peu la parole. Là, je sors par exemple d'une réunion sur un territoire zéro chômeur candidat, où les personnes privées d'emploi ont pris la parole et étaient dans l'assistance le directeur de Pôle emploi, la représentante de la direction du travail, et j'ai senti une grande écoute des uns et des autres. Et ça ne s'improvise pas, ça se prépare, ça se travaille. Donc, penser ensemble la transition écologique et sociale, c'est vraiment quelque chose. Une région a des outils pour soutenir une réflexion ensemble. Ensuite, c'est expérimenter ensemble des actions possibles, toujours sur cette transition écologique et sociale. Et je pense en particulier à une condition première qui est l'accès au foncier. Une région a des moyens de réserver du foncier pour des expérimentations qui vont être par exemple de proposer des fermes urbaines dans les quartiers et en particulier dans les quartiers défavorisés. Ça, il faut l'expérimenter ensemble. Et la dernière action à entreprendre, c'est d'évaluer autrement les politiques publiques au niveau d'une région, les actions expérimentales auxquelles une région peut participer avec la société civile. Donc voilà, on parlera peut-être ensemble de tout ça dans les minutes qui viennent. Merci Jean-Christophe Sarraud. Donc nous allons prendre une première question. C'est une question de Cécile qui nous demande quelles sont les régions en avance sur la lutte contre la pauvreté et quelles sont les mesures qui ont été prises qui pourraient éventuellement s'appliquer également chez nous. Je vais donc laisser la parole à Marie-Lise Léon pour commencer, puis vous pourrez tous intervenir sur cette question. Alors moi, j'ai une vision assez globale. Je serais bien en peine de vous donner les bons et les mauvais élèves, puisqu'il y a la difficulté, c'est sur les enjeux de pauvreté. Il y a une multitude d'acteurs en fait qui interagissent ou qui plutôt interagissent assez peu. Donc on a quand même souvent des effets de silo avec des dispositifs extrêmement divers et variés, où il y a des dispositifs, le RSA, ça a été évoqué, sont à la main des conseils départementaux. Il peut y avoir des dispositifs d'accompagnement qui sont prévus dans le cadre du RSA. Il y a des éléments complémentaires qui peuvent être faits. Je pense notamment à un dispositif qui nous tient à cœur, qui a un angle un peu spécifique pour les jeunes, qui est les dispositifs de garantie jeunes qui permettent une insertion pour les personnes, pour les jeunes qui n'ont aucun diplôme, de pouvoir accéder. Donc là, c'est les missions locales qui sont à la manœuvre. Il y a une assez grande hétérogénéité et on a eu alors avant le confinement, on a eu un travail qui était mené de façon assez décentralisée, c'est-à-dire qu'il y a eu une concertation sur ce qui était un projet qui est un petit peu en stand-by maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet de création du revenu universel d'activité, qui avait pour ambition de fusionner un ensemble et de regrouper un certain nombre d'aides et en parallèle également de consolider le service public de l'insertion. Et là, les dynamiques régionales
sont assez hétérogènes parce que les acteurs en présence sont aussi extrêmement divers. Et puis, les règles peuvent ne pas être les mêmes. Vous avez probablement en plus entendu qu'il y a certains départements qui, sous couvert d'expérimentation, demandent à ce que certains bénéficiaires du RSA aient des missions de bénévolat obligatoires. Enfin voilà, donc c'est assez… je serais assez en peine de vous donner le classement parce que il faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur quels seraient les bons critères d'évaluation d'une bonne politique de lutte contre la pauvreté. Et je rejoins ce que disait Jean-Christophe. Je pense qu'on a un enjeu, il y a un enjeu de coopération des acteurs, mais il y a aussi un enjeu de changement de regard sur les personnes en situation de pauvreté. Et que, en tout cas, nous, nationalement, on défend aussi l'idée que toute politique publique puisse être évaluée à l'aune de son impact ou de leurs impacts sur les 10 personnes les plus pauvres de France, ce qui permettrait d'avoir, justement, ça pourrait être un critère d'évaluation d'une politique publique. Je compte sur mes collègues pour compléter. Oui, je peux peut-être éventuellement compléter. Effectivement, Oui, moi, je veux bien la compléter situation de si pauvreté vous le d'une souhaitez. région… Ah, pardon. Jean-Christophe voulait intervenir peut-être. On est en Ah non, même temps, peu importe. Noam, Noam. D'accord, merci. Donc, ce qui fait que la région Pays de la Loire aujourd'hui est plutôt bien classée en termes de pauvreté, c'est son taux de chômage qui est relativement faible. On sait que le chômage, c'est le facteur de pauvreté numéro un. Quand le chômage augmente, la pauvreté augmente. Et malheureusement, l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire que quand le chômage baisse, à l'inverse, la pauvreté, en général, elle stagne. C'est ce qui se passe depuis 5 ans. Le chômage a légèrement diminué en France depuis 2015 et malheureusement, le taux de pauvreté reste à un niveau relativement élevé. Elle a très peu diminué. Et donc, c'est vrai qu'il y a un effet après, ce qu'on appelle l'hystérèse en économie, c'est-à-dire le fait qu'on a du mal à revenir après en emploi et donc aussi, ça crée de la pauvreté qui persiste dans le temps, c'est de la pauvreté persistante. Et donc, c'est pour ça que la région aujourd'hui, Pays de la Loire, est plutôt bien placée, mais avec les crises qui arrivent et avec une forte dépendance à l'industrie, il n'est pas impossible que dans 5 ans, eh bien, la région se retrouve avec un fort taux de chômage et ça risque de persister davantage plus tard. Donc, d'où l'importance, comme le soulignait Marie-Lise Léon, c'est-à-dire le fait d'avoir un bon service de l'emploi, c'est une compétence régionale, de pouvoir aider ensuite les chômeurs, parce qu'il risque d'y en avoir, c'est malheureusement assez évident aujourd'hui, de pouvoir bien les accompagner pour des reconversions éventuellement, s'il y a des métiers qui disparaissent. On sait qu'il y a en revanche d'autres métiers qui peuvent se recréer, donc il faut être vraiment très proactif là-dessus. Après, la pauvreté n'est pas que monétaire, il y a aussi d'autres actions qui peuvent être menées à l'échelle d'une région, notamment en matière de logement, accès au logement. Ça reste aujourd'hui, il y a certaines villes en France et enfin, aussi dans les grandes métropoles, les Pays de la Loire, où les prix de l'immobilier sont tellement élevés que des classes moyennes n'arrivent plus à se loger, que ce soit en loyer ou en accession. Il y a aussi les politiques de l'eau, aussi d'accès à l'eau et un environnement sain plus généralement. Donc voilà, ça fait partie des actions qui peuvent être menées pour que la pauvreté, pas seulement monétaire, mais dans les conditions de vie, en tout cas, puisse s'améliorer. Merci Noam. Jean-Christophe Sarraud, vous vouliez rajouter quelque chose, il me semble. Oui, sur ce que font des bonnes pratiques de région en matière de, pour le dire rapidement, transition écologique et sociale. Nous, au niveau d'ATD Carmonde, on était connecté à la région Occitanie il y a 2 semaines pour découvrir un petit peu leur mode d'action. Et en fait, il faut bien se dire que sur chaque région, maintenant, les régions couvrent des territoires tellement énormes qu'il y a de fortes chances que les solutions soient déjà mises en œuvre sur leur territoire par des acteurs, par la société civile, par des professionnels, par des militants. Donc, il faut aller découvrir ces initiatives et la question, c'est celle du passage à l'échelle, comment un conseil régional peut aider des initiatives prometteuses dans le domaine de l'éducation, de l'accès à l'emploi, etc., à passer à l'échelle si elles sont porteuses d'avenir. Ce qu'a fait la région Occitanie, alors qu'il ne faut pas prendre en modèle, mais quand même, elle a fait une convention citoyenne avec des budgets participatifs très conséquents qui évitent le saupoudrage sur différentes actions pour se concentrer sur
des soutiens importants à des actions issues de cette convention citoyenne. Il se trouve que par rapport à des initiatives comme les territoires zéro chômeur de longue durée, ils viennent de décider de mettre un chargé de mission au niveau du conseil régional pour coordonner ces différents territoires sur la région et mutualiser les bonnes pratiques, faire un travail de réseau, y compris au niveau d'autres initiatives innovantes comme le revenu de transition écologique ou le revenu contributif. Et le dernier point aussi qui est très intéressant en Occitanie, c'est que pour la première fois cette année, ils vont essayer d'évaluer leur politique à l'aune d'un budget vert. Donc en évaluant l'empreinte écologique des politiques de la région, des expérimentations. Et la brique qu'il faudrait rajouter, c'est ce que disait Marie-Lise tout à l'heure, c'est aussi l'évaluer au niveau de l'impact social, en particulier sur les 10% les plus défavorisés. Et petit détail, centile par centile, parce qu'il se trouve que cette évaluation l'année dernière ou en 2018 montrait que les 10% les plus défavorisés n'étaient pas si perdants que ça au niveau du pouvoir d'achat en 2018, mais ça masquait le fait que les 7 premiers centiles étaient perdants, alors qu'ils sont déjà très très pauvres, et que les 3 centiles suivants compensaient la perte des 7 premiers, et que globalement, le premier décile, donc les 10 premiers centiles, n'y perdaient pas tant que ça. Mais voilà, il faut vraiment être précis dans les évaluations et innover. Merci Jean-Christophe Sarraut et merci à tous pour ces interventions. On va prendre la deuxième question, qui est une question de Philippe Jaunet, qui nous demande si vous aviez étudié la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation qui permette à tous d'avoir une alimentation de qualité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu étudier ou vous avez pensé, est-ce que ce serait une bonne idée ? Je laisse celui qui souhaite prendre la parole sur cette question. Alors, je ne connais pas précisément le concept de sécurité de l'alimentation. En tout cas, ce que je constate, c'est que la France est un des premiers producteurs alimentaires au monde et la région Pays de la Loire aussi. Je crois que se lise pas mal dans le classement français. C'est quand même assez curieux qu'on se retrouve avec des queues devant des banques alimentaires pour pouvoir se procurer à manger. Et voilà, moi, je pense que ça réunit, au-delà de la question de la sécurité alimentaire, on a, je pense, de la production suffisamment abondante en France pour pouvoir nourrir tous les Français. La difficulté, c'est qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour s'acheter la nourriture telle qu'ils le souhaiteraient chaque jour. Et donc, c'est en relevant des moyens financiers, donc je reviens sur mon idée de minima social, au moins au niveau du seuil de pauvreté, pour que chacun puisse se nourrir dignement et en fonction de ce qu'il a envie. Merci Noam. On va prendre la prochaine question si vous vouliez rien ajouter. C'était Monsieur Rio. Oui. Non, juste pour dire, je ne connais pas encore suffisamment la sécurité sociale de l'alimentation, mais par rapport au débat entre revenu inconditionnel et ce qui n'est pas tout à fait la sécurité sociale de l'alimentation, ce que moi j'entends les gens dire, c'est qu'il faut que les choix qu'on nous demande de faire par rapport à travailler ou ne pas travailler soient des vrais choix et pas des choix par défaut, soient des choix libres, et donc qu'on puisse dire je veux travailler ou je ne veux pas travailler, mais qu'on puisse avoir accès à un emploi, c'est ce que disait Noam aussi, à un emploi digne, décent, écologique, utile, et ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, et les gens nous disent avoir, moi j'entends très souvent, je préfère avoir un salaire qu'une allocation inconditionnelle, parce que le salaire, je sais qu'on ne peut pas me l'enlever, sauf si je perds mon emploi, alors qu'une allocation inconditionnelle, comme beaucoup de prestations sociales, c'est souvent les choses qui n'augmentent jamais. On le voit avec le RSA, qui a perdu 10% de sa valeur par rapport au SMIC, ou c'est des choses qu'on enlève aux gens sous prétexte que ce sont des assistés et qu'il n'y a pas de contrepartie de travail. Donc, moi, je suis vraiment pour qu'une sécurité sociale de l'alimentation laisse la liberté à la personne de pouvoir accéder à un emploi digne et décent si elle le souhaite. Merci Jean-Christophe Sarraut. Oui, je pense que c'était pas un terme qui existait déjà, c'était plus une idée, un concept de la personne qui posait la question. Nous avons également une question de Monsieur Éric Rio, qui voulait poser sa question à l'oral. Donc, on va lui laisser la parole si c'est possible. Oui, alors j'ai plusieurs, mais
Je vais reprendre une question qui a été soulevée par Madame Léon concernant l'anticipation des situations. Donc moi, pour me représenter un petit peu les choses du débat, j'ai besoin de visualiser un triangle avec en pointe en bas, il y a l'urgence, en pointe à droite, il y a les ajustements, la réforme, et puis en pointe à gauche, il y a ce qui serait une transformation, en fin de compte, sociétale. Et donc, suivant la manière dont on parle, pour moi, on est sur des questions d'urgence, d'ajustement ou de recherche de transformation sociale. Alors, pour ce qui est de l'anticipation, moi, j'ai une expérience qui se situe au niveau, la pointe en bas du triangle, sur l'urgence, au niveau des plans de sauvegarde pour l'emploi, où il y a des dispositifs d'accompagnement individuel et collectif pour permettre aux personnes d'anticiper un licenciement qui va les concerner potentiellement, parce que généralement, on intervient même alors que les personnes désignées ne sont pas encore désignées, mais les gens savent qu'il va y avoir quelque chose. Par exemple, je suis intervenu sur l'entreprise, il y avait 30% de l'effectif qui allait partir. Donc, moi, je suis intervenu en amont auprès de tous ceux qui se posent la question, est-ce que ça va être moi ou pas? Et donc, ce que je veux dire, c'est que la question de la transition n'est pas que professionnelle. Elle est psychologique, elle est sociale et professionnelle. Donc, elle est globale. Et pour que ce soit une vraie anticipation, il faut pouvoir prendre en compte tous ces registres. Donc, moi, ce que j'ai observé, c'est que il y a eu sur une entreprise une prestation psy. Vous pouvez aller droit au but sur votre question parce qu'on n'a pas énormément de temps pour pouvoir en prendre le plus possible, s'il vous plaît. Voilà, c'est plus une contribution qu'une question, mais si je la reformule habilement sous forme de question, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'anticipation? À mon sens, ne devrait-elle pas être située sur le plan global de la vie de la personne, plutôt que un peu ciblée sur la question professionnelle? Parce que dès qu'on cible uniquement une question, eh bien, on zappe, parce que la situation de la personne elle est systémique. Si on ne prend en compte qu'un pôle, qu'un déterminant, eh bien, on va boiter, voire même on va écarter des personnes qui seraient demandeurs, mais la porte d'entrée n'est pas la bonne. Merci Eric Rio. Excusez-moi. Merci Eric Rio. Je vais poser la question, laisser Marie-Lise Léon répondre puisqu'elle avait parlé d'anticipation. C'est pas vraiment une réponse, peut-être un complément. Moi, je partage ce que dit Eric Rio sur le fait que, d'une part, et je pense que c'est important de ce qu'il rappelle au début, alors moi je ne le vois pas forcément sous forme de triangle, mais je pense qu'on est à la sortie d'une crise où, notamment au moment du premier confinement, on a vu fleurir moult réflexions sur le monde d'après qui ne serait plus jamais celui d'avant, etc. Je pense qu'il faut qu'on ait conscience que les choix que l'on fait aujourd'hui, il faut qu'ils ne répondent pas qu'aux questions d'urgence. Et que, comme le disait Jean-Christophe, on a un enjeu, quand je dis anticiper et accompagner les salariés dans le cadre de reconversion, c'est y compris aller sur les enjeux de transition écologique et de se dire la question sociale, ce n'est pas uniquement une variable d'ajustement, c'est qu'y compris les compétences des salariés peuvent être une clé de réussite de cette transition écologique et que même si c'est difficile à admettre pour certains salariés, nous, ça fait plus de 15 ans qu'on parle de l'enjeu des transitions professionnelles, c'est que de toute façon, cette transition écologique, elle ne se fera pas contre les salariés et ceux qui vont porter cette qualité de transition écologique. Et quand du coup, donc il y a des mesures d'urgence auxquelles il faut qu'on réponde, mais ne pas compromettre l'avenir, ne pas perdre ses objectifs de long terme, c'est extrêmement important. Sur la question de la complexité des personnes, des situations individuelles, bien entendu y compris dans le cas d'un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est toute la difficulté et la responsabilité des représentants du personnel. Lorsqu'ils sont dans un cadre d'une négociation, c'est comment, au regard de la communauté de travail, on définit comment on peut préserver des emplois, c'est quand même bien l'objectif de la négociation, et comment ça impacte et quels accompagnements on met en place. Et ces accompagnements, nécessairement, ils sont au regard de la sociologie, du niveau de compétences des uns et des autres, de qualification. Donc, c'est l'ensemble des composantes individuelles qui doivent pouvoir trouver des réponses. Mais du coup, quand on est dans le cadre d'un PSE, on n'est pas vraiment dans l'anticipation. Nous, ce que l'on cherche,
notamment avec ces plateformes d'innovation territoriale, c'est éviter le passage par la case assurance chômage. Et aujourd'hui, on peut trouver des moyens de sécuriser les salariés qui sont dans une entreprise A, dont on sait qu'à horizon 1 an et demi, 2 ans, enfin, va devoir arrêter son activité, qui rencontre potentiellement en plus des difficultés. C'est comment on anticipe et on permet des reconversions collectives. Merci Marie-Lise Léon. On a bien saisi l'importance de l'anticipation dans ces plans de licenciement, etc. Je voulais revenir sur une question que nous a posée Johan Hendricks, parce que Jean-Christophe Sarraut nous a un petit peu parlé tout à l'heure des territoires zéro chômeur. Il aimerait en savoir plus, comme nous tous. Est-ce que c'est une solution miracle? Eh ben non. Les solutions miracles, ça n'existe pas. C'est une solution parmi d'autres qui ne sera jamais la seule et la panacée, mais qui est encore expérimentée, puisque la seconde loi vient d'être votée, là, encore expérimentée pour 5 ans. Et c'est une expérimentation donc, qui consiste à proposer un CDI au SMIC sur un emploi utile et écologique à toute personne privée d'emploi durablement sur un petit territoire. Et c'est géré par le territoire dans une gouvernance partagée et c'est financé aux 2/3 par une avance de l'État qui correspond au coût du chômage de longue durée. Et c'est une expérimentation qui a été décrochée par les premiers territoires qui ont voulu l'expérimenter, qui sont descendus dans les rues de Paris et qui ont convaincu les députés et les sénateurs de voter, de leur accorder un droit d'expérimentation. Et si on gagne cette expérimentation avec les autres acteurs que sont le Secours catholique, Emmaüs et les autres organismes engagés dans cette action-là, si on le gagne dans 5 ans, ça sera avec les territoires et les citoyens, au premier rang desquels les personnes privées d'emploi, qui auront montré tout ce qu'on peut gagner. Voilà. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à embaucher toutes les personnes privées d'emploi qui souhaitent travailler sur un territoire. Et une estimation qu'on a, c'est que 9 personnes sur 10 acceptent cette proposition d'emploi et l'autre la refuse temporairement ou définitivement pour raison de santé ou familiale. Merci beaucoup Jean-Christophe. Je voulais vous demander un petit complément à tous les trois sur ces territoires zéro chômeur de longue durée. Est-ce qu'il y a déjà des expérimentations au Pays de la Loire? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont faites? Il y a des territoires volontaires, en tout cas, candidats, mais je ne crois pas qu'il y en ait qui aient été retenus, hein, sauf dans les Deux-Sèvres, à la frontière des Pays de la Loire, où je crois que c'est un des premiers, d'ailleurs, territoires zéro chômeur, mais Jean-Christophe peut-être pourra compléter. En tout cas, je pense qu'il y a une capacité à avoir des projets en région Pays de la Loire. Moi, pour avoir un peu échangé aussi avec Jean-Christophe à ce sujet, hein, je constate quand même que c'est un impact social et économique positif, c'est-à-dire que certes, ça a un coût en soutien à la création de ces emplois, mais on économise d'une certaine manière des minima sociaux, sinon qui auraient été versés plutôt que des salaires, et puis tous les impacts que ça peut avoir en termes de santé, de problématiques sociales aussi peut engendrer le chômage ou la pauvreté. Donc clairement, c'est un gain. Il y a des rapports qui le montrent, hein, y compris de l'inspection des finances, qui ne sont pas forcément les inspections des affaires sociales, qui montrent qu'il y a un impact positif pour les finances publiques. Et donc, on voit tout l'intérêt quand même de ces dispositifs. Et puis, la vie des gens change. Hein. La perspective de pouvoir être utile à nouveau ou trouver un emploi ou retrouver un emploi, ça change la vie de la personne, de son conjoint, de sa conjointe, de ses enfants, de ses voisins, de l'enseignant des enfants, des commerces de proximité. C'est des territoires entiers qui changent. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une question sur… alors, je ne sais plus quelle était la question, mais voilà ma réponse. Ah oui, c'était sur les… est-ce qu'on devrait accorder le RSA après un simple entretien plutôt qu'après tout un tas de vérifications et de démarches? Oui, 1000 fois oui. Il faut vraiment qu'on simplifie, qu'on soit dans la même confiance avec les personnes en précarité qu'on l'est avec les plus riches et les grandes entreprises à qui on accorde des dizaines de milliards d'euros de réductions ou de cadeaux fiscaux sans aucune contrepartie, en attendant que ça ruisselle. Il y a un sénateur de Loire-Atlantique, Yannick Vaugrenard, que vous connaissez peut-être, a fait un rapport en 2013, un rapport de proposition pour simplifier toutes les démarches
auxquels sont contraints les personnes qui vivent dans la précarité. Et il proposait entre autres une grande simplification des minima sociaux et un a priori de confiance, que les personnes ne vont pas aller vers le RSA pour frauder. La fraude au RSA, c'est 100 € par famille qui touche le RSA par an, c'est 8 € par mois. La fraude fiscale, c'est des milliards et des milliards. Donc, il faut qu'on soit dans cette même confiance et simplification avec les personnes dont on se défie en permanence, et c'est ça qui change la vie des gens aussi. Merci Jean-Christophe Sarraud. Nous allons devoir passer à la conclusion. Je suis désolée, ça va très vite. On a eu plein de questions. On n'a pas pu répondre à tout le monde. Je vais vous poser une petite question en guise de conclusion. Je vais vous demander demain, si vous étiez vice-président de la région Pays de la Loire en charge de la lutte contre les inégalités, quelle serait votre première mesure? Je vous laisse commencer dans l'ordre du début. Noam? Non, je laisse l'honneur aux dames. D'accord. Donc, c'est très élégant, merci. Je me garderais bien d'aller sur ce terrain parce que ce n'est pas mon rôle, comme le disait Jean-Christophe, en tant que responsable national d'une organisation syndicale. Je n'ai pas forcément de conseils à donner à un futur responsable de conseil régional. Peut-être une idée du coup complémentaire que je trouve intéressante que des collègues en Bretagne ont menée à l'échelle régionale. Moi, je suis extrêmement convaincue par Territoires zéro chômeur longue durée, comme le disait Jean-Christophe. Ça change la vie des gens, ça change ça change aussi la communauté de vie. Pour avoir été je crois que c'est Moléron dans les Deux-Sèvres qui étaient pionniers. C'est pas une réponse magique parce que ça dépend beaucoup de la coopération locale et de la volonté des acteurs de travailler là-dessus, qui doivent du coup accepter eux-mêmes de changer de regard sur les situations très, très éloignées, des personnes en situation très, très éloignée de l'emploi. Donc moi, je trouve que plus il y aura d'expérimentation, plus ça contribuera en plus à changer ce regard. Une expérimentation que je peux citer et qui peut être conseillée du coup, c'est justement, on a des territoires zéro non-recours au droit. C'est-à-dire qu'il y a des collectifs d'acteurs syndicaux, d'associations de lutte contre la pauvreté qui font des permanences d'accueil de personnes et qui, au lieu de les orienter sur l'ensemble des droits auxquels ils peuvent accéder, définissent un accompagnement particulier au regard de la situation des personnes et comment petit à petit on les amène à prendre en main la transformation en fait de leur situation au regard des aides qui peuvent activer. Et ça, je pense que c'est cette ambition de territoire zéro non-recours au droit serait extrêmement intéressant alors déjà de lancer, d'observer et peut-être et d'évaluer pour voir comment, qu'est-ce que ça apporte. Désolé d'avoir repassé la patate chaude, hein. C'était pas l'intention, mais je voyais que Marie-Lise, vous vouliez prendre la parole depuis tout à l'heure, alors je ne voulais pas la conserver pour moi. Sinon, si on reprend l'ordre qui proposait Marine, moi en termes de mesures, comme je l'ai indiqué, j'en ai une qui me semble forte et qui je propose qu'on pourrait expérimenter sur une région, c'est-à-dire verser un peu comme ça a été fait dans d'autres villes comme à Grande-Synthe, un complément de revenu qui permet de passer au-dessus du seuil de pauvreté. Donc ça peut être expérimenté sur un territoire, de la même manière que les territoires zéro chômeur sont une forme d'expérimentation. Donc ça, c'est une première mesure. Je pense aussi que les régions auraient un rôle à jouer pour soutenir les expérimentations de territoires zéro chômeur sur leur territoire. Il y a 2 ou 3 candidats, voire un peu plus, peut-être qui sont mûrs sur la région Pays de la Loire. Je pense que ce serait une bonne idée de pouvoir les accompagner, que ce soit à travers des chargés de mission ou d'autres actions qui peuvent être apportées, des soutiens financiers aussi également, puisque ça a un impact positif pour les collectivités qui ont dans lesquelles il y a ces habitants. Et puis, pour rejoindre la question du non-recours au droit, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la pauvreté aussi est souvent assez cachée, y compris dans les zones rurales. Et donc, souvent, il faut aller les voir parce que typiquement, le minimum vieillesse est quelque chose qu'il faut demander. Et il y a un fort non-recours au minimum vieillesse pour des personnes âgées, des retraités, des anciens agriculteurs parfois, qui ne savent pas qu'ils ont droit à ce minimum social qui est 900 € par mois, justement un peu plus de 900 € par mois, et qui leur permettrait de sortir de la pauvreté.
Et donc ça, il y a besoin d'aller faire un peu de pédagogie sur ces dispositifs et d'aller les voir, d'aller les chercher, y compris dans des zones parfois rurales un peu reculées. Et on sait que la pauvreté en Pays de la Loire, elle est sur les franges des départements. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se déplacer et y aller. Merci Noam. Jean-Christophe Sarraud, je vous laisse répondre. Oui, moi, en plus des mesures proposées, je prendrais une mesure toute simple qui est de créer des fermes urbaines dans tous les quartiers, qui soient en zone rurale ou en zone urbaine, et en particulier dans les quartiers populaires dont les habitants souvent se battent déjà pour recréer du lien social, créer de l'emploi, créer de la verdure, et au niveau d'un conseil régional, prendre tous les moyens pour créer des fermes urbaines partout, c'est prendre les moyens de penser ensemble avec tous ces projets-là, de les expérimenter, et puis de les évaluer pour que ça soit qu'on passe à l'échelle et que chaque zone atteigne une autonomie alimentaire, mais qui concerne vraiment tout le monde et qui associe vraiment tout le monde et qui permet à chacun de trouver sa place dans la société. Merci beaucoup Jean-Christophe. Donc nous allons finir cet atelier. On a parlé beaucoup du territoire zéro chômeur où la région aurait un gros rôle à jouer de coordination. Nous avons également parlé avec Maryse Léon d'un territoire où il y aurait zéro non-recours au droit et d'un complément de revenus, des fermes urbaines. Ça fait plein d'idées à développer pour les futures échéances. On va avoir du pain sur la planche. Si vous avez encore des questions, et j'ai vu qu'il y en a encore pas mal sur Zoom et peut-être aussi sur Facebook, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou encore à nous les envoyer à contact@pdl2021.fr. Le prochain atelier, ce sera mardi prochain à 18h30. On parlera relocalisation de l'économie sous l'animation de Sophie Bringui et avec Arnaud Montebourg qui sera avec nous. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver ce live en replay. Et je vous rappelle également que vous pouvez toujours signer l'appel avec le lien qui figure en commentaire. Je remercie encore une fois nos 3 intervenants, Marie-Lise Léon, Jean-Christophe Sarraud et Noam Léandri. Merci à vous 3 pour cette soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Et à vous.